Aujourd'hui, on va faire une petite réaction, mais avant cela, j'ai envie de vous remercier. On a passé la barre des 10 100 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous. Sur cette première vidéo, les amis, on va parler de Guillaume Ganton, ami de Cyril Hanouna et l'un des investisseurs du produit TPMP, qui n'est pas content par le Conseil d'État. Pourquoi, les amis? Qui nous explique qu'il pense qu'exclure C8 à la TNT est une décision injuste. On ne peut pas priver un public de sa chaîne dans une démocratie. Je ne crois pas que ça existe dans d'autres pays. Guillaume Ganton, chroniqueur de TPMP, s'en rend à l'audience du Conseil d'État qui va se prononcer. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je veux dire à ce téléspectateur de C8 qui va être privé de chaîne. Qu'on est triste pour eux et qu'on espère que la chaîne va être sauvée parce qu'il y a plein de gens qui regardent Touche pas à mon poste tous les soirs et tous les programmes de C8. C8 c'est aussi plein d'émissions à succès, Les Animaux de la 8, Direct Auto, des documentaires, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est très dommage, c'est triste. Mais on croise les doigts. Est-ce que vous pensez que c'est une décision politique de la part de l'Arcom? Je pense que c'est une décision injuste en tout cas. Je sais pas si elle est politique, mais elle est injuste. On ne peut pas priver dans une démocratie un public de son audience et je trouve ça tout à fait anormal et je ne crois pas que ça existe dans d'autres pays. Voilà. Vous avez encore de l'espoir vis-à-vis de cette décision pour les téléspectateurs que vous venez de rencontrer par exemple? Oui, c'est pour ça qu'on est là, pour les téléspectateurs et pour tous les collaborateurs aussi de C8. Il y a plus de 400 personnes et même plus qui sont touchées indirectement. Beaucoup de journalistes, beaucoup de monteurs, beaucoup de réalisateurs, de techniciens, maquilleuses, coiffeurs, etc. Et c'est à eux qu'on pense aussi avant tout et il faut se battre pour leurs emplois. Voilà. Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs pourront trouver en Ouest France TV, seront-ils contentés? Certains téléspectateurs oui, les autres je ne pense pas, malheureusement. Merci. Merci beaucoup. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi l'Arcom a voulu absolument fermer cette chaîne, voici pourquoi. L'Arcom a pris 52 sanctions contre la chaîne C8 et CNews en 12 ans, dont 16 pendant la seule année 2024. 16 les amis. J'ai juste une question à poser à ce chroniqueur en carton. Combien de chaînes en France se sont fait condamner autant? Je vous le dis tout de suite, il n'y en a aucune. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'Arcom a infligé le 13 novembre 2 sanctions pécuniaires à la chaîne d'information CNews de 100 000 € pour avoir présenté l'avortement comme la première cause de mortalité lors d'une émission le 25 février et 50 000 € pour avoir propagé et commenté de fausses informations sur la mise en disposition d'une salle de prière lors d'un voyage scolaire par un collège de Pau en septembre 2023. Déjà, juste pour ces 2 condamnations, c'est gravissime. C'est du racelard en puissance et c'est de la désinformation totale. Bref, ces 2 sanctions ne sont que les dernières d'une longue série du manquement aux obligations, pluralisme et l'information maîtrise de l'antenne publication diffusée, signifie par l'Arcom aux 2 chaînes d'information du groupe Bolloré, CNews et C8. Elles surviennent après la décision de l'Arcom en juillet de ne pas renouveler l'autorisation de diffusion de C8 et de NRJ12 sur la TNT, à la suite des nombreuses mises en garde, mises en demeure et amendes pour manquement des 2 chaînes à leur obligation ces dernières années. C'est pour vous dire, hein. Ils les ont prévenus, ils les ont reprévenus. Et pourtant, eux, ils continuaient à mentir aux Français, ils continuaient avec leurs mots de racelard, après des signalements de téléspectateurs et de régulateurs de l'audiovisuel qui a pris la suite du Conseil supérieur à l'audiovisuel, le CSA, peut agir de manière graduée. Un simple avertissement, une mise en garde à vue suivie éventuellement d'une mise en demeure et enfin d'une sanction pécuniaire. En théorie, la suspension de diffusion d'un programme ou d'un service est possible, mais n'a jamais eu lieu sur C8 et CNews, sont les seules chaînes françaises à avoir fait l'objet de sanctions pécuniaires. C'est pour vous dire les amis, il n'y a aucune chaîne en France qui s'est permis à insulter les Français comme ça. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune qui s'est permis carrément d'attaquer l'Arcom. Il n'y en a aucune. Il y a juste ces chaînes de propagande et de désinformation qui font ça. Et à votre avis, ils appartiennent à qui? À Bolloré et tous ces millionnaires en puissance qui torpillent notre pays. Et là les amis, on voit le nombre de sanctions et d'interventions de l'Arcom et du RSA et du CSA contre les chaînes de C8, anciennement D8 et CNews depuis le 2012. Alors ce qui est en bleu, c'est les sanctions venant de l'Arcom à C8, et en rouge, regardez-moi ça les amis, mais regardez-moi ça, voilà, regardez-moi ça. Mise en demeure. Par contre, il n'y a pas les dates, c'est mal indiqué. Là, il y en a 17 pour C. Alors, il y en a 17 mises en garde pour C8, il y en a 7 pour CNews. Mise en demeure, il y en a 7 pour C8, mise en demeure, il y en a 3 pour CNews. Sanctions pécuniaires, il y en a 11 pour C8.
voyez, il y en a 7 pour CNews. Là, c'est quoi? Selon le décompte réalisé par Le Monde, les deux chaînes ont reçu au moins 52 sanctions. Je vous le dis, c'est gravissime. De l'Arcom. Et là, on les voit en train de se pavaner devant les gouvernements, en train d'essayer de négocier s'ils peuvent continuer leur chaîne de Raslar. Non, les amis, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous le pensez bien. Un record de sanctions en cumulé pour C8 et CNews en 2024. Alors là, ça appartient qu'en 2024. Là, il y a les dates, c'est parfait. Alors, vous voyez, en 2012, boum, ils avaient déjà remarqué D8. Ça s'appelait même pas encore C8. Il y en avait une, ça va. Vous voyez, en 2013, il y en avait deux. En 2014, il y en avait une. Ça visait que D8, hein, pour l'instant. En 2015, il y en avait deux. En 2016, il y avait C8 et D8. Vous voyez, juste C8, il venait d'apparaître, une sanction. En 2017, C8, il en a eu 3. Vous voyez, en 2019, CNews vient d'apparaître, C8 2, CNews 1. Vous voyez, en 2020, C8 2, en 2021, C8 il en a pris 3 et CNews 4. En 2022, C8 5 et CNews 3. Vous voyez, en 2023, C8 5. Et en 2024, c'est 8, 7 et CNews 9. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Si au travail, vous tapez un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, au bout du 3e, le savez-vous, le patron peut vous virer. Et peut vous virer pour faute grave. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi ça marcherait pas comme ça avec ces personnes-là? Et là, préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. On va se poser la question, pourquoi Pierre Conessa a été interdit de la chaîne TV dans tous les médias français? Voici la réponse. Et le massacre peut se poursuivre à Gaza? Ou plutôt, ça peut dire, ça dit l'impuissance, en fait, de ces 18 chefs d'État. Bien sûr. Ça dit l'impuissance parce qu'effectivement, on a plusieurs radicalismes face à face. Moi, je pense que Netanyahou est un radical, il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. Si on est effectivement à 20 000 ou 30 000 morts du côté de Gaza, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire, comment pensez-vous que les enfants de ceux qui sont massacrés vont pas préparer le prochain conflit? Je le rappelle qu'Israël a été condamné par le droit international à cesser les colonisations qui durent depuis 1967. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et vous allez voir que ces médias mainstream en France, j'ai bien l'impression qu'ils ne travaillent pas pour la France. À Mossoul, on a exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé aussi. C'est les mots que vous utilisez? J'ai pas compris votre phrase. Vous ne m'entendez pas, vous ne me comprenez pas? Non, je ne vous entends pas, je suis désolé, parlez plus fort. À Mossoul ou à Raqqa, parce que vous avez utilisé le terme exterminé, c'est ce terme-là qui fait polémique ce soir, là, vous l'entendez bien. Est-ce qu'à Mossoul ou ce qui s'est passé à Raqqa, vous auriez utilisé ce terme d'exterminé également? Écoutez, moi, dans les crises, ce qui m'intéresse, c'est qui sont les victimes. Il y a effectivement des victimes le 7 octobre, qui sont des gens qui ont été massacrés dans des conditions effroyables, et en face, vous avez une réplique qui multiplie les massacres. Alors, bon, je crois qu'ils n'ont pas compris, les amis. Moi, je comprends pas qu'on condamne pas ces journalistes. Parce que le savez-vous, en effet, en janvier dernier, la Cour internationale de justice, la CIJ, avait déjà statué en mettant en cause Israël et considéré qu'il existe un risque plausible de génocide à Gaza. Un génocide à Gaza, les amis. Bref, ils l'ont dit. Elle ordonnait que des mesures conservatoires soient prises pour préserver les droits de la population palestinienne. Le 19 juillet, la CIG estime que l'occupation du territoire palestinien, par exemple Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est, depuis 1967, est illégale et doit cesser dans les plus brefs délais. La CIG condamne la construction de nouvelles infrastructures israéliennes dans les territoires qu'elles occupent, la destruction des biens palestiniens, le transfert forcé de la population palestinienne et le fait qu'Israël manque systématiquement de punir ou de prévenir les actes de violence des colons. C'est normal, elle marche avec. Elle dit aussi qu'Israël doit réparer les préjudices causés à toutes les personnes effectuées, notamment en restituant les biens acquis confisqués par la force. Cette décision confirme de nombreux jeux pris depuis des décennies, notamment par l'ONU, qui a toujours condamné la construction des colonies au nom du droit de l'autodétermination. Alors effectivement, les massacres, c'est fait par des bombes qui sont lancées à 6000 mètres d'altitude. Quand on m'explique que c'est pour détruire les gens du Hamas, si vous voulez, moi je connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un combattant. Ça s'appelle une guerre. Pardon ? Ça s'appelle une guerre. Voilà les amis, ça s'appelle une guerre. Ils ont une arrogance et un mépris envers les Palestiniens, c'est un truc de dingue. Ils nous expliquent que ça s'appelle une guerre. Non les amis, ça s'appelle pas une guerre, ça s'appelle une boucherie. Je rappelle que c'est plus de 50% de la population palestinienne qui a été touchée. Après je dis ça, je dis rien. Je le rappelle aussi qu'on leur a coupé l'eau, l'électricité. Les camions qui veulent aider les Palestiniens, ils ont même pas le droit de rentrer dans le territoire. Ils sont attaqués par des sauvages, parce qu'on appelle ça des sauvages, je suis désolé. On leur balance des bombes de plus de 1000 tonnes sur la gueule, les amis, 1000 tonnes. Et après, on appelle ça une guerre. Je rappelle que les Palestiniens, il n'y a pas d'armée là-bas. Ça s'appelle une guerre, monsieur. Madame, quand vous êtes dans la situation de faiblesse, prenons un cas très intéressant qui est celui des Ouïghours. Prenons un cas très intéressant, celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat sur la place Tiananmen, voiture piégée. Vous les qualifiez de...
Non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistaient aux Allemands étaient qualifiés de terroristes. Non, c'est vous qui qualifiez. Non, mais je vous c'est ce que vous insinuez là? Bah oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de Vos résistance. propos sont effroyables, pardon, mais... Mais non. Enfin, écoutez, C'est mais un acte écoutez de 2 minutes dans la résistance. Les situation. actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Pardon. Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous prenez pas les deux aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien, Alors on peut pas vous laisser dire ça. Attendez. Non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure. C'est exactement la définition. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, ça tombe sous le coup de la loi. Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime. Non, je vous attaque pas, je vous le dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux. Quand vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est... Donc Netanyahou est un... Simplement, il a la force, et le fait qu'un utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser... Encore une fois, qui sont les victimes? Faites attention à ce que vous dites. Parce que moi, quand je l'ai dit sur une chaîne de télé que c'était du nettoyage, puisqu'au début, rappelez-vous, Netanyahou donne l'instruction aux Gazaouis, à 1 million de Gazaouis, de descendre vers le sud parce qu'il va bombarder. Gaza, c'est à peu près la taille du territoire de Belfort. Il y a 130 000 personnes à Belfort, il y a 1 300 000 personnes à Gaza. Donc quand on vous dit de descendre vers le sud, et que l'Égypte ferme la frontière, puisque c'était ça le truc, ça s'appelait Netanyahou. Moi, je l'ai dit sur une chaîne de télé, depuis je suis interdit d'antenne, donc c'est pas grave, maintenant que c'est lui qui le dit, ça va sans doute devenir une opinion, mais lui, malheureusement, c'est qu'il a les moyens de l'appliquer. C'est-à-dire que lui, il a véritablement l'intention de raconter et de faire pression sur l'Égypte pour que l'Égypte accueille, alors que l'Égypte a toujours refusé, effectivement, de considérer qu'elle devait contribuer à la résolution du problème palestinien, que c'était pas de sa responsabilité. Et là, les amis, on va un peu parler de l'Ukraine, qui utilise la manière forte pour enrôler des soldats. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je sais pas si la vidéo elle va passer parce que YouTube aime pas quand on parle de ce sujet-là ou de l'autre sujet que je vous ai fait montrer juste avant. Alors je compte sur vous pour soutenir la chaîne via mon Tipeee ou via la description, soit un like, soit un message, soit le like et le message. Et bien sûr, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça soutiendra bien la chaîne. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ils sont les officiers que tout le monde redoute, que les hommes entre 25 et 60 ans mobilisables essayent d'éviter. Les militaires de la tête chargés de recruter les soldats multiplient les contrôles dans les rues. Alors je vais pas vous faire montrer plus la vidéo parce que je pense que YouTube va me brider. Alors je vais vous raconter ce qui se passe. En gros, c'est l'armée ukrainienne qui force sa population à venir sur le front. Un front qu'ils ont déjà perdu, faut le savoir. Un front qu'ils ont déjà perdu. Ça c'est sûr et certain. On l'a vu, Donald Trump veut même plus donner d'armes. À votre avis, pourquoi les amis? Parce qu'il sait très bien qu'ils ont perdu. Et le problème c'est quoi? C'est que nous en France, ça va être la même chose, je vous le dis tout de suite, ça va être la même chose. Je rappelle qu'en France, on a moins de 200 000 hommes aptes à se battre les amis, aptes à se battre. Et ça, c'était avant le combat en Ukraine. Vous aurez bien compris qu'on a un peu utilisé des hommes sur le front. On n'a même pas 100 chars actifs à se battre. C'est une honte les amis, c'est une honte totale. Et pourtant, les Américains veulent nous forcer à donner des armes aux Ukrainiens. Je vous le dis, c'est hallucinant. On est tenu par les boulettes. Et sur cette dernière vidéo, les amis, je vais vous laisser avec Aymeric Caron, député de la France Insoumise, qui va expliquer que le parquet de Paris ouvre des informations judiciaires sur le financement par Arte ou BHL se cramponne à la présidente du conseil de surveillance de ces films narcissiques que personne ne regarde. 750 000 € quand même. Le deuxième exemple de dysfonctionnement de l'audiovisuel public est particulièrement symptomatique des dérives de cet audiovisuel. Il concerne la situation de M. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge, surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'obtention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 €. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifeste. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne
président le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Le journal Le Monde Diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel, « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique. » Fin de citation. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier. Moi, je n'ai pas été saisie de sa candidature. Elle a été proposée, Et moi, je vous invite, Monsieur Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations, je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait, vous êtes en droit de le faire, dans quel cas, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films, vous avez cette liberté de le faire. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Madame la Ministre ? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'audiovisuel public français ? Monsieur Caron, par définition, un conflit d'intérêts me choque. Vous avez raison. Donc, je vous dis simplement, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur. Vous avez la liberté, et vous avez raison, de pouvoir, comme vous avez posé la question au déontologue vous concernant, vous pouvez saisir le président du conseil de surveillance pour lui demander dans quel cadre la nomination s'est faite, dans quel cadre la modification d'un statut a pu se faire. Vous avez cette liberté de le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que, là, au contraire, je vais dans votre sens. Donc,